Salut à tous, c'est Cyril Morin. Salut à tous, c'est Julien Pereira. On est mercredi, on va parler Mercato. Bienvenue dans Mercredi Mercato. On est là pour tout l'été. C'est le grand retour de votre émission 100% transfert Made in Eurosport. Julien, comment ça va? Bah, c'est que du bonheur là. Ça y est, l'été arrive, le mercato aussi, retour de l'émission. C'est le retour des chemises à carreaux de Julien aussi, Ouais, faut le savoir. une par semaine. Une par semaine, Voilà, c'est la je me suis promesse engagé. éditoriale de cet été. J'en ai que 2 dans mon dressing, il va falloir que j'en achète d'autres. Puis ce sera intéressant de voir ça le 15 août quand il fera 38 degrés à Paris. Ce sera sympa. Évidemment, on vous rappelle le petit dicton. Mercredi Mercato donc est à retrouver chaque mercredi pendant tout l'été sur vos plateformes d'écoute préférées. Il suffit de vous abonner à Eurosport Football Club et vous retrouverez en prime le FC Stream Team tous les vendredis. Et si vous voulez retrouver les meilleurs moments de cette émission, rendez-vous sur eurosport.fr pour voir tout ça. Julien, c'est la grande première cette saison. De quoi parlons-nous? Bah alors, on va dire que Kylian Mbappé nous a ouvert un petit boulevard. Ça risque d'être un nom qu'on va un petit peu prononcer aujourd'hui. Ouais. Alors que c'était pas prévu à l'origine. On pensait justement avoir un été calme à ce sujet. Finalement, ça l'est beaucoup moins parce que avec tous les événements du début de semaine, on va parler de ce divorce entre Mbappé et le PSG. Est-ce qu'on a atteint le point de non-retour? Ce sera notre premier sujet. Le deuxième sujet, ce sera un petit peu la conclusion logique du dossier Mbappé. On va parler d'un club qui sera très observé cet été, le Real Madrid, et à quel mercato s'attendre. Est-ce que le Real doit tout miser sur Mbappé? Ce sera la question principale, mais on parlera de beaucoup d'autres dossiers pour la Casablanca. Et puis, en fin d'émission, on va évoquer ce qui devait être le sujet central de la semaine, finalement, à savoir le match de l'équipe de France face à Gibraltar en fin de semaine. On va se poser une question très simple. Quel sera l'avenir de tous ces bleus, des 23 bleus retenus par Didier Deschamps pour disputer ces 2 matchs de qualification pour l'Euro 2024? Et on le sait, vous êtes aussi un petit peu là pour le jeu de Mercredi Mercato, le Merca Quiz, le fameux Merca Quiz désormais animé par notre graphiste Quentin Guichard, qui sera là. Je crois savoir, sans faire d'annonce tonitruante, qu'il va y avoir de nouvelles règles. Ou en tout cas, il y aura du changement. Ah, donc tu as des infos que je n'ai pas. Alors, j'ai dû les soutirer, ça mais en dit long déjà. Je crois que Quentin nous prépare un coup de Trafalgar. Il va falloir qu'on soit prêt et on a déjà peur, évidemment. C'est le principe du Merca Quiz. Je suis pas hyper serein. Bon, on l'est jamais vraiment. Ah, l'année dernière, je l'étais. Non, t'as rarement été serein quand tu m'affrontais de toute façon, Julien. Julien, je crois qu'on va pouvoir rentrer. C'est parti. Dans le vif du sujet et aborder le premier sujet. Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain vont-ils vraiment divorcer? La question se pose désormais depuis lundi soir et la révélation par l'équipe d'une lettre envoyée par Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Une lettre qui contenait cette information toute simple. Kylian Mbappé n'activera pas l'option qu'il avait dans son contrat pour prolonger d'une saison de plus après 2024 et que donc Kylian Mbappé est en fin de contrat en juin 2024. La réponse du Paris Saint-Germain a été la suivante. Si tu ne prolonges pas, on te vend cet été. Paris et Mbappé vont-ils vraiment divorcer? Julien, c'est à toi. Alors, je pense qu'il ne faut pas écarter l'option d'un retour à la normale. Je crois qu'on est dans l'actualité à chaud, effectivement. Il y a des choses qui semblent être irrémédiables. Je pense que le passé nous a prouvé que finalement, rien n'est vraiment définitif, surtout pas au PSG et surtout pas avec Kylian Mbappé non plus. Même si là, effectivement, on a été beaucoup plus loin que par le passé, parce que finalement, des désaccords, des dissensions entre le PSG et Kylian Mbappé, il y en a eu. Et sur l'année écoulée, il y en a eu énormément. Ça part de la fin du mois d'août avec le mercato raté. Il y a le pivot gang, il y a les phrases après l'élimination en Ligue des Champions face au Bayern, la campagne de réabonnement. Voilà, il y a eu plusieurs épisodes qui ont quand même animé la saison parisienne. Voilà, et tout ça pour dire qu'on a quand même l'impression qu'il y a une forme de continuité dans la relation entre Mbappé et le PSG et qu'à la fin, ce qui décidera de la suite, c'est Mbappé finalement. Il fera le choix qu'il jugera le meilleur pour lui. Et là, je pense que l'idée, c'est d'abord de tâter le marché, tout simplement. Ouais, enfin, le Real Madrid surtout. Ce qui me fascine, c'est à quel point tout le monde fait semblant d'apprendre quelque chose. Alors qu'au fond, tout ce qui se dessine depuis plusieurs mois, c'est ça. Et au fond, moi, je trouve que c'est une pièce de théâtre mal jouée de la part des deux côtés. C'est-à-dire que Mbappé met en scène sa volonté de ne pas prolonger, alors qu'il suffisait simplement qu'il n'envoie pas de lettre et qu'il, au 31 juillet, la clause devenait caduque et donc Mbappé était libre en 2024. Ça ne changeait pas grand-chose au Schmilblick, Et derrière, le Paris Saint-Germain qui fait les gros bras pour faire semblant d'être le club qui
est fort et qui peut se permettre de vendre Kylian Mbappé. Or, on va vous le dire tout de suite, imaginez le Paris Saint-Germain vendre Kylian Mbappé, ça reviendrait à nier tout le projet qu'ils se sont efforcés à construire et en fait revenir mais presque 10 ans en arrière, j'allais dire à l'année dernière, mais presque encore plus, parce que là, vendre Mbappé, c'est la fin de ton projet sportif. Sur quoi reconstruire derrière? C'est la vraie question. Le PSG qui fait aussi semblant de ne pas avoir été au courant Oui, que Mbappé exactement. ne souhaitait pas prolonger, enfin ne souhaitait pas activer cette clause. Effectivement, je pense qu'il y a du sportif derrière tout ça et il y a la stratégie de la part de Mbappé. Je pense que quand même, le plus gros, c'est avant tout une espèce de guerre d'ego, une guerre d'image, où chacun Oui, cherche à renforcer sa c'est ça. position. Mbappé veut montrer qu'il est le maître absolu du jeu, à la fois vis-à-vis du PSG, aussi par rapport au Real Madrid, on en reparlera juste après, je pense. Et le PSG veut se donner l'illusion d'un club qu'il n'a jamais été jusqu'à présent, à savoir un club qui a le pouvoir sur tous ses joueurs, sur toutes ses individualités. Il l'a Et peut-être, mais pas sur des individualités comme Kylian Mbappé, et pas après un an. oui, Un an après lui avoir donné tout ce pouvoir-là. Et souvenez-vous quand même, on l'a entendu toute la saison, et Messi et Neymar avaient été choqués du statut accordé à Kylian Mbappé. On parle quand même de Lionel Messi qui a été le roi pendant plus de 15 ans au FC Barcelone. Même lui avait été surpris de l'ampleur que ça pouvait prendre. oui, au final, c'est un petit peu ce que tu écrivais sur Eurosport.fr. C'est un piège qu'Mbappé avait tendu dès sa prolongation de contrat. On savait qu'on allait en arriver là. Alors, on n'imaginait pas en arriver là si vite, entre guillemets, mais on savait que la finalité devait être celle-là. Il y a quand même quelque chose d'un peu étonnant dans la communication de Mbappé, où on a l'impression qu'il cherche absolument aussi à soigner son image et à montrer qu'il a été droit de A à Z. Parce qu'il y a vraiment des éléments de langage. Hein. Honorer mon contrat, je n'ai jamais dit que j'ai demandé mon départ au Real. Il y a des choses qui reviennent souvent. Finalement, il phagocyte à la fois l'actualité du PSG, à la fois l'actualité du Real Madrid, à la fois l'actualité Il des prend en Bleus. otage le mercato, tout Bref, simplement. il prend en otage Non, mais l'été c'est même vrai. entier. Ouais. Donc voilà, il y a une petite hypocrisie derrière tout ça quand même. Chacun cherche à se donner le bon rôle, en fait. Et c'est pour ça que je parlais de pièce de théâtre, c'est que les deux positions sont surjouées des deux côtés. Et au final, la seule vérité qui semble ressortir de tout ça, c'est Kylian Mbappé va quitter le Paris Saint-Germain. Est-ce que ce sera en 2023? Est-ce que ce sera en 2024? Moi, je suis persuadé que ce sera en 2024 parce que Paris ne peut pas se permettre de faire un été ground zero et de faire une année zéro et de repartir, encore une fois, à zéro. Parce que là, il n'y a plus aucune... Vous pouvez pas remettre Neymar au centre de votre projet sportif alors que ça fait 2 saisons de suite que vous essayez de le mettre dehors. Et au fond, la seule vérité, c'est ça, c'est que Mbappé, à un moment, finira par quitter le Paris Saint-Germain. Et il faut se souvenir quand même du contexte de 2022. La prolongation, c'est presque une surprise au fond, qui décide de prolonger au Paris Saint-Germain. Le contexte était complètement différent. Le Qatar voulait absolument le garder. Pourquoi? Parce que la Coupe du Monde arrivait et qu'en termes d'image, avoir Messi, Mbappé et Neymar au Paris Saint-Germain, ça jouait beaucoup plus qu'en 2023, puisque la Coupe du Monde est désormais passée. Faut se souvenir qu'en 2022, un certain Emmanuel Macron était quand même intervenu dans les discussions. Peut-être qu'il y avait derrière l'idée de faire de Mbappé un des symboles des JO à Paris en 2024. Donc il y avait beaucoup de choses qui dépassaient le cadre simplement footballistique et même contractuel. Donc moi, je reste convaincu que l'issue la plus logique, c'est que les deux parties se mettent autour de la table et on va revivre en 2023-2024 la même saison qu'on a vécue en 2021-2022, à savoir, va-t-il prolonger? Non, le Real Madrid est tout proche, etc. Donc on est parti pour 2 ans de nouveau, 1 an, pardon, à nouveau un peu infernal, mais c'est finalement la chose la plus logique qui puisse arriver. Mais ça pose quand même d'énormes questions parce que vous êtes quand même à la recherche d'un entraîneur. Quand je dis vous, je parle du PSG. Ouais. À la recherche d'un nouvel entraîneur. Si vous négociez avec l'entraîneur et que vous lui dites, bah écoute, on garde Mbappé, mais dans un an il sera plus là, c'est compliqué. Qu'est-ce que vous faites de Luis Campos aussi, qui est quand même là aussi parce qu'Mbappé est là? S'il part l'année prochaine, qu'est-ce qui va devenir? Bref, c'est difficile de voir. C'est pour ça qu'on dit projet zéro. C'est qu'au-delà de prolonger Mbappé, ils avaient fait de Mbappé le projet. Le projet, c'était Mbappé, qu'on entoure d'autres joueurs, des joueurs franciliens. Enfin voilà, vous connaissez un petit peu l'histoire, le narratif autour de ça. Si Mbappé n'est plus là, il n'y a plus personne à entourer. Et donc, qu'est-ce qu'on vend aux joueurs, aux entraîneurs, aux agents, enfin à tout l'écosystème du mercato et à tout l'écosystème du football mondial, sachant que dans le même temps, et si on parle un petit peu de géopolitique, le Qatar
serait en bonne position pour racheter Manchester United. Et donc, peut-être que le nœud et le noyau fort de l'implication du Qatar dans le football pourrait changer et quitter Paris pour aller à Manchester. Donc, il y a beaucoup de choses qui se croisent dans ce dossier. Et effectivement, Paris est pas forcément... C'est un peu le dindon de la farce pour l'instant. Tu parlais de convaincre les joueurs aussi, on peut détailler là-dessus. Quand vous voulez faire venir des stars, ou en tout cas des joueurs qui ont une vraie envergure, qui peuvent apporter une vraie plus-value aux 11 parisiens, avoir ou pas Mbappé, ça compte énormément. On peut parler de Bernardo Silva, par exemple, Ouais. qui en plus a déjà évolué avec lui à Monaco et qui, a priori, n'est pas le type de joueur à venir uniquement pour l'argent, en tout cas le projet financier. Il a aussi des intérêts sportifs derrière qui sont très forts. C'est un joueur collectif pour le coup. Il y en a beaucoup d'autres. Et finalement, le mercato parisien, il est complètement glacé autour de la décision de Mbappé. Même si, jusqu'à présent, il y a plutôt eu des choses intéressantes, en tout cas des recrues. on va en parler, mais en tout cas, le PSG est pas en retard. Non, tout à fait. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut souligner. Il y a déjà 4 joueurs qui sont quasiment bouclés. Skriniar, on le sait depuis l'hiver dernier. Asensio Ugarte et ces dernières heures, Kang In Lee qui arrive d'Espagne. Donc ça, c'est 4 arrivées, effectivement. Si on est un petit peu piquant... J'ai l'impression ça que c'est pas ressemble- convaincu. Non, mais alors, en fait, ça comble une faille du Paris Saint-Germain qui était de ne pas avoir un effectif en nombre suffisant. C'est-à-dire qu'il y avait assez peu de recours sur le banc. C'est vrai qu'en fin de saison, quand on regardait le banc du Paris Saint-Germain, ça faisait un petit peu flipper, quoi. Quand on comparait avec ce que pouvait faire rentrer Manchester City dans certains matchs, il y avait une différence qui était assez incroyable. Après, le mercato en l'état du Paris Saint-Germain avec ses 4 recrues, c'est un mercato niveau, allez, peut-être prétendant à la victoire finale en Ligue Europa. Non, mais c'est vrai. Skriniar, Asensio, Ugarte, Kang In Lee, quel joueur vous fait passer un cap? Allez, Skriniar, s'il arrive à retrouver vraiment une bonne forme, mais le reste, qui fait changer d'envergure le Paris Saint-Germain Non, mais ici? sur le fond, je suis d'accord. Moi, je vois plutôt ça comme un mercato utile dans ce Exactement. sens-là, en Oui, termes de non, mais profondeur, pour compléter, mais mais pas fondamental pour le 11. On est bien d'accord. Skriniar, moi, je le compare un petit peu à Ramos. Alors, on n'est pas du tout sur le même âge, mais dans l'incertitude physique du joueur, il a de gros problèmes de dos. ouais, ça, c'est Dans le flippant. temps que ça va forcément prendre pour le réintégrer sportivement et pour lui permettre de retrouver son niveau, je pense qu'on serait un petit peu dans le même cas que Ramos, à savoir qu'on risque quand même d'avoir une année très médiocre, voire blanche de la part du joueur, pour espérer le récupérer un petit peu plus tard. Donc, pourquoi Sachant que pas. Campos vend à tout le monde que Paris va jouer en 3-5-2 l'année prochaine et En donc plus. compte sur Skriniar pour Tout à être fait. un des 3 de la défense. Sur Asensio, alors on en a déjà parlé, enfin vous en avez déjà parlé dans le FC Stream Team. Ce qui pose problème, c'est plutôt le salaire qui est offert aux joueurs, mais sur ce qu'il peut apporter en sortie de banc, pourquoi pas. Ugarte, moi je suis convaincu qu'il pourrait avoir sa place dans le 11 si le PSG reste en 4-3-3 avec une pointe basse, parce qu'il offre quand même beaucoup plus de sécurité qu'un Verratti et que en termes de relance, il est plus intéressant qu'un Danilo par exemple. Et Kang In Lee, C'est très compliqué d'être plus intéressant que Danilo en termes de relance quand même. oui, après il a d'autres qualités Oui, et bien sur la sûr, bien saison, sûr. heureusement qu'il était là. Bref, Kang In Lee, je pense que c'est un petit peu différent. On sait que c'est un joueur étiqueté Jorge Mendes. L'idée derrière tout ça, à mon humble avis, est tout simplement d'entretenir le réseau. Et donc, Asensio et Ugarte aussi d'ailleurs. Asensio Ugarte aussi. Enfin, après, Asensio Ugarte ont quand même plus de références que Bien Kang sûr, In Lee. bien sûr. Kang In Lee, c'est un petit peu particulier parce que il fait partie de ces joueurs que Jorge Mendes va faire transiter dans des clubs pour qu'ils prennent une valeur qui va faire x10 ou x15, juste avec l'étiquette du club en question. Là, pour le coup, c'est le PSG. Et être revendu plus tard. Après, il ne faut pas négliger quand même ses qualités. Je ne suis pas en train de dire que c'est un joueur qui va tout changer au PSG, mais encore une fois, en sortie de banc, sur les qualités collectives et individuelles du joueur, pourquoi pas. Je crois que le service marketing est content aussi. de vendre des maillots en Corée. J'allais y venir. Je pense qu'au service marketing, on peut être très intéressé par l'arrivée d'un joueur coréen. Mais effectivement, derrière tout ça, on ne sent pas une patte Campos, on sent plutôt la patte Mendes. La patte Mendes qui pourrait se confirmer puisque on sait que Bernardo Silva, qui est quand même l'objectif prioritaire du Paris Saint-Germain cet été, appartient à l'écurie Mendes, que Bernardo Silva serait plutôt sensible à l'idée de rejoindre le Paris Saint-Germain. Ça dépend quel Paris Saint-Germain, là Ouais. encore. Mais en l'état, c'est ce qu'on dit, le mercato de Campos ne corrige pas les carences évoquées par Kylian Mbappé encore ce matin auprès de la Gazzetta et ne permet pas au Paris Saint-Germain d'avoir un 11 beaucoup plus compétitif finalement. Il manque toujours cet avant-centre.
tant réclamé par Kylian Mbappé, que ce soit Osimhen, que ce soit Kane, même si c'est 2 dossiers qui seront très, très compliqués à boucler pour le Paris Saint-Germain. Il manque toujours un milieu de terrain, je trouve. On avait parlé Gundogan, Kefren Thuram. Voilà, ça aussi, je pense qu'au milieu de terrain, il va falloir apporter autre chose. Il manque un défenseur gaucher. Là, on parle beaucoup de Lucas Hernandez. Ce serait génial, Lucas Hernandez, effectivement. Mais Mais à bon, quel prix? mais à quel prix? Et encore une fois, pour quel projet? Si Nagelsmann arrive et que Kylian Mbappé reste, oui. Si Kylian Mbappé venait à être vendu et que finalement Nagelsmann, ça n'allait pas au bout, je suis pas sûr que ça l'intéresse autant que ça de venir. Donc, c'est ce que tu dis. Mbappé a complètement changé la phase du mercato parisien parce qu'il a mis la panique à un endroit où elle n'existait pas. Et que donc, pour l'instant, on est tous dans l'attente, et les journalistes, et les agents, et les directeurs sportifs, de savoir quelle va être l'issue du dossier Mbappé pour qu'on puisse construire à partir de là. Et il n'empêche, je reprends l'exemple de Marcus Thuram qui avait aussi été cité, qui est libre, qui est sur le papier une très bonne opportunité de marché, une très Tout à bonne fait. idée dans l'objectif de mieux entourer Kylian Mbappé et de franciser un petit peu le vestiaire, ce que voulait Luis Campos. Est-ce que Marcus Thuram va vouloir s'engager au Paris Saint-Germain, sachant que Kylian Mbappé ne sera plus là, soit cet été, soit en 2024? Pas Mais sûr. en plus, ce qui est intéressant avec Marcus Thuram, et je pense que c'est à peu près la même chose avec Bernardo Silva, c'est qu'au-delà même d'avoir Kylian Mbappé ou pas dans l'effectif, c'est des joueurs qui veulent voir un projet clair et qui veulent voir une direction. Ouais. Si le PSG avait très bien construit tout ça, avait anticipé le départ d'Mbappé et avait déjà construit les bases d'un plan à moyen ou long terme, ça aurait été beaucoup plus facile d'attirer des joueurs comme ça. Là, on ne parle pas juste d'Mbappé, on parle de l'impact aussi que ça va avoir sur le projet et sur l'attractivité du PSG, tout simplement. Mais c'est quand même délirant que le projet soit simplement Kylian Mbappé. Mais il y a plein de choses qui l'expliquent, hein. Le fait que Paris lui ait donné autant de pouvoir, le fait que finalement ça a été le seul à être au niveau d'implication attendu sur les dernières années, pas sur les derniers mois, mais sur les dernières années, quand on voit l'apport de Messi, quand on voit l'apport de Neymar. Mais c'est quand même dingue que ce club-là, qui est un prétendant à la victoire finale en Ligue des Champions, ou en tout cas sur le papier, en soit revenu à être complètement enchaîné par un seul joueur. Et c'est pas normal. Donc finalement, l'année 0, moi j'y crois pas du tout, mais ça pourrait être une bonne chose pour Paris, de se dire on essaye autre chose, on construit autre chose. Peut-être qu'on aura des joueurs moins forts individuellement, mais qui ensemble sauront faire des choses collectivement. J'y crois pas, mais ça peut exister. Mais c'est quand même, quand on prend un peu de recul et un peu de hauteur sur tout ça, c'est délirant. Et c'est inimaginable dans aucun autre club. Regardez le Real Madrid, et ça m'offre une transition rêvée. Joli. Le Real Madrid perd Karim Benzema. On n'est pas dans le même sentiment d'urgence que ce que connaît le Paris Saint-Germain actuellement. Oui, parce qu'au final, le Real Madrid est aussi piégé que le PSG, autant piégé que le PSG, par Kylian Mbappé. Parce que sur le papier, le plan du Real Madrid était parfait, à savoir, on garde Benzema comme leader incontestable du front de l'attaque jusqu'en 2024. En 2024, il y a l'arrivée d'Hendrick, on l'avait déjà évoqué l'année dernière, et surtout la possibilité d'obtenir Mbappé gratuitement. Et d'ailleurs, c'était le plan de Florentino Pérez, puisqu'il l'a répété en étant interrogé dans la rue il y a quelques jours. Là, finalement, ça bouscule tout parce que Benzema part, et que Mbappé, il y a la possibilité qu'il vienne, mais ça sera forcément avec une indemnité de transfert très élevée. Ça change quand même beaucoup de choses, en sachant aussi que le Real a dépensé une grosse somme d'argent sur Bellingham, Ouais. et que tout ça, ça compte. On vous rappelle les arrivées du côté du Real, celles qui sont déjà actées. Bellingham, Fran Garcia, Brahim Diaz qui revient de près. On a évoqué des noms, Harry Kane, Kylian Mbappé évidemment, Kai Havertz aussi potentiellement. Tout à fait. Mais dans le même temps, il y a quand même eu beaucoup de départs, surtout devant, puisque et Benzema, et Asensio, et Hazard et Mariano Diaz, alors tous n'avaient pas le même rôle, certes, mais ces 4-là sont partis. Et on se retrouve aujourd'hui au Real Madrid avec un secteur offensif qui est, j'allais dire dépeuplé, c'est même pas dépeuplé, là, c'est le désert. Il y a Vinicius, il y a Rodrigo, Brahim Diaz en backup, Alvaro Rodriguez, un petit jeune de 18 ans, et c'est tout en l'état. Alors, on parle beaucoup de l'arrivée potentielle de Joselu, qui est un neuf honnête du championnat, exactement. Mais je trouve ça incroyable qu'un club comme le Real Madrid, qui a autant construit sur le milieu de terrain ces dernières années et avait tout prévu, ils avaient 2 voire 3 coups d'avance, et quand on voit l'effectif au milieu de terrain du Real Madrid, on se dit que ouais, il n'y a plus Casemiro, ouais, il n'y a plus potentiellement bientôt plus Kroos et Modric,
Pourtant, il y a Camavinga, il y a Tchouaméni, il y a Bellingham, il y a Valverde. Donc, tout a été prévu dans ce secteur-là. En défense, c'est plutôt pas mal, même s'il y a encore quelques ajustements. Mais qu'il soit autant à poil au 14 juin 2023, ça me surprend, voilà, pour un club comme le Real. Alors, moi non, puisque pour moi, c'est pas du tout comparable, pour la simple et bonne raison que vous pouvez pas créer une concurrence à Mbappé, vous êtes obligé de lui faire de la place entièrement en attaque, et que, contrairement à un Tchouaméni que vous pouvez encore mettre sur le banc, etc., c'est beaucoup plus difficile de construire une espèce de structure pour se prémunir de choses comme celle-ci. Euh, Moi, je pense que ce sera intéressant de voir quand même à quel point le Real Madrid va vivre avec sérénité un été qui pourtant ne se passe pas du tout comme prévu. Et je trouve que ça risque de marquer la différence justement avec le PSG, à savoir une institution forte, une institution qui garde un cap malgré les imprévus. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Mais alors, Julien, je te coupe. La question, est-ce que le Real doit tout miser sur Mbappé cet été? Bonne question. C'est une très bonne question, Cyril. Non, je pense que... En fait, ce qui est étrange, c'est que la stratégie normale serait d'attendre un maximum cet été pour faire baisser l'indemnité de transfert et, entre guillemets, avoir Mbappé à moindre coût. Ça me paraît difficile, voire impossible, parce qu'il y a quand même un risque derrière que Mbappé reste au Paris Saint-Germain et que le Real se retrouve avec un secteur offensif qui est quasiment le plus faible de son histoire, parce que jusqu'à présent, le Real a toujours eu un neuf de grande envergure en attaque. Voire deux à l'époque, voire Benzema, Higuaín, il y avait de la rotation. Raúl Morientes, voilà. Raúl Ronaldo, enfin bref. C'est quasiment du jamais vu au Real, la situation actuelle. Et ça peut pousser justement le Real à faire ce qui n'était pas prévu. Je pense que le Real a quand même appris de cet été 2022 où ils ont été piégés pour le coup. Ils étaient persuadés, je pense, que Kylian Mbappé viendrait et ils se sont retrouvés un peu le bec dans l'eau, sans backup pour Karim Benzema. Et on a vu ce que ça a donné. Karim Benzema, sa dernière saison madrilène, il a assez peu joué finalement. Il y a eu pas mal de pépins physiques. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles le Real n'a pas pu tenir la cadence du FC Barcelone, qui n'était pas une cadence non plus exceptionnelle en championnat. Mais je pense que c'était assumé pour le coup. Oui, C'était assumé et au final, la saison, elle est loin d'être catastrophique parce que tu fais une demi-finale de Ligue des Champions quand même. Ok, mais pour le Real Madrid, une demi-finale de Ligue des Champions, ça pèse rien. Enfin, je veux dire. J'entends bien, mais c'est pas catastrophique. C'est une saison normale, entre guillemets. Moi, je ne crois pas du tout à la thèse ces dernières heures. C'est la Cadena Copé, je crois, qui disait ça, qu'il y avait la possibilité que le Real fasse la saison avec le seul Joselu comme attaquant de pointe, comme seule alternative. C'est impossible. Impossible. Le Real Madrid ne peut pas se permettre d'avoir un numéro 9 aussi limité, sans injure auprès de Joselu, mais c'est le Real Madrid. Et même si on veut mettre Vinicius au centre du projet, il faut lui mettre un vrai avant-centre à côté de lui. Donc le Real va bouger. Ce qui m'étonne un petit peu, c'est les pistes qui sont évoquées, parce qu'effectivement, Harry Kane, ça ferait beaucoup de sens. Ça faisait beaucoup de sens avant l'irruption du dossier Kylian Mbappé. Mais Harry Kane, à mon avis... il n'est pas très loin du record de meilleur buteur de l'histoire en Première Ligue. Pour un Anglais, ça doit peser. Et je pense qu'il aime profondément son pays et qu'il se voit davantage continuer dans le championnat anglais. Mbappé, ok. Osimhen a été évoqué aussi à un moment. Pourquoi pas? Osimhen, on est un petit peu sur un truc hybride de si Mbappé arrive l'année prochaine, on saura s'accommoder de ça. Ouais, je suis très curieux de voir ce que va faire le Real, d'autant qu'il y a aussi le risque, et on l'a mis dans les potentiels départs, le risque de perdre Modric, qui est très convoité par l'Arabie Saoudite et qui pourrait peut-être se dire bon, c'est bon, j'ai fait ce qu'il fallait faire, je crois. Et puis un contrat à 100 millions d'euros voilà, par an, ça peut aider. C'est dur à refuser, même à ces niveaux-là. Donc, le Real va être attendu au tournant dans ce mercato, et surtout pour le poste d'avant-centre. Mais moi, je pense que justement, il y a une donnée qu'il faut prendre en compte, même si elle est difficilement quantifiable, c'est le pouvoir d'attractivité du Real. Et je ne serais pas étonné qu'on ait au fil des semaines des noms qui apparaissent. Je pense à Lautaro Martinez, par exemple, en fonction de l'avenir d'un Lukaku, parce qu'on sait que Lukaku, lui aussi, est convoité par l'Arabie Saoudite et que l'Inter ne serait pas contre le garder, même si ça dépend des conditions. Voilà, il y a des choses qui peuvent bouger. Qui vont arriver, Osimhen, tu en as parlé, Osimhen, Lautaro, bref. Il faut aussi compter sur le pouvoir sur l'attractivité du Real Madrid. Et ça, c'est quelque chose que seul le Real Madrid a finalement.
il y a une dernière chose, une dernière donnée, mais je pense qu'on en parlera dans les semaines à venir dans Mercredi Mercato, c'est qu'un certain Norvégien qui évolue du côté de Manchester City a une clause pour les clubs étrangers à partir de 2024. Donc voilà, vous comprenez pourquoi l'été 2023 est capital pour le Real Madrid, parce qu'il va falloir aussi prendre en compte la possibilité que Haaland peut devenir disponible à partir de 2024. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui doit rentrer dans la réflexion de Kylian Mbappé aussi. De Kylian et de Florentino, oui. Et Haaland, il a déjà fait pas mal de choses en Angleterre. Donc il pourrait finir. Il a déjà fait le tour finalement. Il a déjà presque fait le tour. Julien, on va terminer cette émission par le dernier sujet. Vous le savez peut-être pas d'ailleurs, vu la résonance médiatique de l'événement, mais les Bleus disputent 2 matchs éliminatoires dans les jours qui viennent. Gibraltar dès vendredi au Portugal et lundi au Stade de France face à la Grèce. C'est un peu le dernier coup de collier pour les internationaux français avant des vacances bien méritées. Mais ces vacances vont être encore une fois parasitées par le mercato, puisque on a fait les comptes, Julien, sur les 23 qui ont été appelés à Clairefontaine par Didier Deschamps pour ces 2 matchs-là. 12 sont directement concernés par le mercato, donc plus de la moitié de l'effectif, ce qui est quand même assez considérable. Et alors, les cas sont tous différents, mais il y en a déjà certains qui sont sûrs de bouger. Ils sont au nombre de 4. Je te laisse les égrener, Julien. Alors, on a donc Axel Disasi, défenseur de l'AS Monaco, qui a priori va prendre la direction, selon les informations de l'équipe, de Manchester United pour une très jolie somme. Ouais, bien vendu. On parle de 40 à 50 millions d'euros. Pas négligeable pour Monaco qui ne disputera pas la saison prochaine. Il y a évidemment Randal Kolo Muani, l'attaquant que toute l'Europe s'arrache. A priori, le circuit préférentiel serait un transfert vers le Bayern Munich, mais beaucoup d'autres clubs sont intéressés, en Angleterre aussi notamment. Marcus Thuram, alors lui c'est un cas encore plus particulier puisqu'il est en fin de contrat, qu'il est libre et qu'il a l'embarras du choix, notamment parce qu'il a montré de belles choses en Coupe du Monde et en Bundesliga. On parle de l'Atlético, on parle de l'Angleterre avec Manchester United. Très chaud avec l'AC Milan aussi. On parle de l'AC Milan parce que j'ai l'impression qu'il y a un papa qui aimerait beaucoup le voir jouer en Italie. Et on l'a évoqué en début d'émission, le Paris Saint-Germain. Christopher Nkunku, c'est le dernier. Lui, on sait déjà où il va atterrir. Malheureusement. Enfin, oui, en tout cas, on le sait sur le papier, mais on ne sait pas trop dans quoi il met les pieds. C'est à Chelsea pour un transfert de 60 millions d'euros. Là aussi, une très belle somme. Donc ces 4 joueurs-là, a priori, on sait qu'ils ne seront plus dans le même club la saison prochaine. Il y en a 2 autres qui vont animer le mercato, mais qui risquent d'être retenus et qui n'étaient pas prévus à la fête du mercato. C'est les 2 Milanais, Mike Maignan et Théo Hernandez. Pourquoi ? Parce que vous l'avez sans doute suivi, Paolo Maldini, qui était le directeur sportif du club milanais ces dernières saisons et qui était le grand architecte de la renaissance, on peut le dire, de l'AC Milan ces dernières années, a été mis à la porte, un peu comme un malpropre par les dirigeants de l'AC Milan, et que donc ils s'interrogent sur leur avenir. On a parlé de Mike Maignan potentiellement du côté de Chelsea. On sait que Théo Hernandez aussi a une belle cote, parce que des arrières-gauches aussi réguliers. C'est tout simplement 2 références à leur poste. Exactement. 2 références internationales. Donc il y aura du monde qui risque de venir taper à la porte. J'ai quand même du mal à croire que l'AC Milan les vende aussi facilement, sauf offre non refusable. Mais voilà, Maignan, c'est devenu une référence au poste et je pense que l'AC Milan va tout faire pour le garder. Et on sait en plus que voilà, le mercato des gardiens, c'est toujours très particulier. Et Théo Hernandez, c'est un petit peu le même cas. Il y en a d'autres, en revanche, où là, l'avenir est incertain. Ils vont être évoqués un peu partout en Europe, ça c'est une évidence. Est-ce qu'ils vont partir ? On n'en a pas encore la certitude. Et il y en a 2 qui sont du côté du Bayern, Julien. Benjamin Pavard et Lucas Hernandez. Ouais, Benjamin Pavard, ça fait déjà plusieurs mois qu'on sait qu'il a l'intention de quitter le Bayern Munich. Le problème, c'est de savoir où. On a évoqué le FC Barcelone. Ouais. C'est toujours le même problème avec le Barça, c'est que les restrictions financières sont très importantes. Ils sont tous les 2 sous contrat jusqu'en 2024, donc il faudra payer une indemnité au Bayern Munich. Et on a parlé de l'Inter, et d'ailleurs, en plus de l'indemnité de transfert, Pavard, il a aussi un salaire qui est quand même assez important au Bayern Munich et que tous les clubs, même grands clubs, ne peuvent pas forcément assumer. Lucas Hernandez, c'est un petit peu différent. Lui, c'est plutôt une question d'opportunité. Il a envie de rejoindre le Paris Saint-Germain. Notamment, on l'a déjà évoqué aussi, si Nagelsmann en devient l'entraîneur. J'aimerais bien voir, moi. J'aimerais bien voir Lucas Hernandez au Paris Saint-Germain. Ok, pourquoi ? Je pense que si ça joue à 3 derrière, ça peut être une très bonne solution. Il peut jouer à la fois latéral gauche et à la fois défenseur central gauche. Ça fait sens pour le Paris Saint-Germain, mais je
Et je pense que le Bayern n'est pas si chaud à l'idée de le vendre, même si la situation contractuelle fait que. J'ai des petites interrogations sur le cadre, notamment. PSG, Ouais. notamment Ça, sur c'est- un joueur qui est fragile physiquement, quand même. Bref. Lucas Hernandez, et puis il y a la question de son indemnité de transfert aussi, Aussi. parce que 2024, c'est un joueur qui a coûté très cher Ouais. au Bayern Munich. Si je dis pas de bêtises, c'est encore le plus gros transfert de l'histoire du Bayern. Hein. C'était près de 80 C'est millions possible. d'euros. À mon avis, ça n'a pas été dépassé depuis. Donc ce ne ouais. sera pas à n'importe quel prix. Non. Parmi les défenseurs, il y en a un autre, Cyril, qui souhaite partir, c'est Jules Ouais. Koundé. Un peu plus de doutes sur le fait qu'il partira. Jules Koundé qui est arrivé l'été dernier du côté du FC Barcelone, qui est un petit peu mécontent en fait du traitement qui lui est réservé en Catalogne, notamment par le fait que, comme en équipe de France, parfois on le force à jouer latéral droit. Mais Koundé, il a un contrat qui le lie jusqu'en 2027 avec le club catalan. C'est très difficile de l'imaginer partir, surtout que Barcelone voudra récupérer de l'argent sur son cas. Il a été acheté près de 60 millions, je crois, ou au moins au-dessus de 50. 50. Je vois assez mal quel club, peut-être en première ligue, pourrait se permettre de mettre 50 millions d'euros sur Koundé. Donc, ouais, assez dubitatif sur le départ de Koundé. Il y en a un, pour le coup, qui anime, et même ces dernières heures, très fortement la presse, et du côté de l'Espagne notamment, c'est Adrien Rabiot. Pourquoi ? Parce qu'Adrien Rabiot est libre, et que Adrien Rabiot est convoité par l'Atlético de Madrid d'Antoine Griezmann, qui lui ferait des petits appels de pied en équipe de France. Rabiot, il a été aussi proche de prolonger pendant un temps avec la Juventus Turin, mais les sanctions faites au club italien dessinent un avenir un peu plus incertain. Rabiot, ce sera toujours la même histoire. Hein. C'est son salaire qui est quand même un frein majeur pour tous les clubs. Mais il aura... Y compris pour Manchester United, qui Exactement, était déjà qui était tout à un fait. postulant la saison dernière et qui, a priori, l'est une nouvelle fois cet été. Fofana, de Monaco, lui aussi a une... Voilà, il est arrivé au bout d'un cycle à l'AS Monaco, il devrait partir, reste à savoir où et à trouver des prétendants. Pour l'instant, ça ne se bouscule pas au portillon de l'AS Monaco, même s'il y a eu des contacts plus ou moins appuyés. Et puis le dernier nom, c'est Kylian, évidemment, Mbappé. c'est Kylian Mbappé, dont on attend de voir un petit peu l'évolution du feuilleton. Avenir à certains, même si, c'est ce qu'on disait en début d'émission, le Paris Saint-Germain, à mon avis, devrait revoir sa position et tout faire pour pouvoir le conserver une saison de plus. On a fait le tour ? Je crois. On va pouvoir Julien. passer au moment fort, au highlight de cette émission. Alors, le highlight, souvent, c'est quand il y a des choses sympas à voir. Là, à part de la gêne, il n'y a pas grand-chose avec le Merca Quiz. On accueille Quentin Guichard, notre graphiste pour notre fameux Merca Quiz. Salut Cyril, salut Julien, salut à tous. Je suis comme un dingue. Je suis comme un fou de Nous, vous on retrouver est là. paniqué, tu peux pas savoir. Moi, je suis un c'est peu tendu. terrible. Je vais pas te mentir, je suis un peu tendu. On a passé une super émission, ça faisait 30 minutes qu'on était en détente, on parlait mercato et tout. Et c'était que du plaisir. Et là, d'un seul coup, c'est que du stress. Il n'y a pas de. Non, ça va être que du plaisir. Ouais, ça fait quoi ? Ça fait 2 mois. C'est comme si tu avais une semaine de vacances, mais que le lendemain, tu passais ton bac. Ah, c'est un peu la même sensation que je vous fais ce ressenti-là. Ouais, c'est agréable. Bon, messieurs, vous avez passé de bons mois de pause, de trêve. Ouais, alors après, on a travaillé quand même. Ah, vous avez travaillé ? Oui. Ça s'est pas vu. Ah, voilà. Surtout pour Julien. Je me disais un petit peu. Mais non, mais par contre, on a révisé tous les effectifs. Ça, je te le dis. Ah, là, vous faites plaisir. Là, on est prêt. Et Julien, notamment sur un club turc, le club turc de Antalya, il est incollable. Alors, qui a terminé combien du championnat turc cette saison ? Champion de Turquie. C'est eux. Non, je rigole, c'est Donc le Merca Quiz, c'est d'abord de la fake news. Voilà, c'est d'abord de l'info et voilà. Attends, juste petite question. Donc, faut savoir que Quentin est venu, il est rasé de près, mais il est magnifique. Il s'est fait les contours, on dirait Phil Foden avant une finale de Ligue des Champions. Ouais. Et il a un t-shirt The Intelligence Choice. Ouais. C'est par rapport à quoi ? C'est censé te représenter toi ? Ouais, je trouve que ça colle plutôt pas mal à ma personnalité. Et après, c'est moi qui ai le boulard. Impeccable. Ouais. Très bien. Allons-y. Hein. Allez. Ouais. On rentre dans le vif du sujet. Petit rappel des règles quand même. Ouais, merci. Je vais dérouler la carrière d'un joueur. Ouais. Un joueur en activité, important. Ouais. Le premier de vous deux qui découvre l'identité de ce joueur remporte le duel. Très bien. Des règles, bien sûr, qui régissent ce Merca Quiz. La première, la règle Pereira Morin. Elle disparaît pas. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Donc oui, elle disparaît ou pas ? On la conserve cette année ? On la conserve. On la conserve. Qu'est-ce que c'est que cette règle ? C'est la proposition d'un nom de joueur avant même le tout premier indice. Okay. Donc ça, c'est bonus. Et un format qui réussit, c'est un format qui sait se renouveler. Ouais. Et donc, nouveauté. Et vous la découvrez en même temps que nos amis. Je suis pas bien. Cette saison, chacun des participants du Merca Quiz aura l'opportunité d'activer un joker, un bonus,
un bonus que j'appelle le Joker du Puy. Ah Le Joker du Puy, qu'est-ce que c'est ? Vous connaissez, vous êtes des fidèles d'Eurosport, vous connaissez Maxime Dupuis, Ouais. qui est un grand Je fan connais bien, ouais. du Merca Quiz, et qui donc aura la possibilité, voilà, quand vous le désirez, une fois dans la saison par Ah, personne, d'accord. voilà, Parce que je De me se disais, une joindre fois à par vous. émission, ça n'a pas de sens. de se joindre à vous pour Ok. faire un duel 2 contre 1. Ah Voilà. C'est Il y en pas a, mal, il y en a dans la caboche. Mais en fait, alors là, C'est t'es en pas train de mal. nous faire croire que c'est une règle incroyable et tout. C'est juste l'appel à un ami de c'est Jean-Pierre l'appel à Foucault. un ami. J'ai tout pompé sur. D'accord. Mais faut pas le dire parce que sinon on va se taper un procès Ah oui, qui va d'accord. coûter des millions à Eurosport. Ok, donc juste, ça veut dire que cette règle implique le fait que Maxime Dupuis est forcément meilleur que nous deux. Ouais. Tu l'as pas dit, mais tu le penses très fort. Voilà, là je Ouais, le ouais, pense ok, très, super. très fort. Très, Mais très non, fort. mais c'est juste une question d'expérience, je pense. Donc voilà, donc vous aurez la possibilité, attention, à utiliser avec parcimonie Ouais, parce si. que vous ne pouvez l'activer qu'une fois par Ouais. personne. Voilà. Par saison, ok. Et par saison. Impeccable. On est Ça bon me va, bonne On idée. est bon, messieurs Ok. Yes. Eh ben on va y aller. Et êtes donc prêts là, non au hasard. Pas au Bien hasard, sûr, réfléchis bien pour sûr. ma part. Benjamin Non. Lecomte. Benjamin Lecomte, d'accord. Ah, mais je l'ai vu sur tes notes, je me suis demandé ce que c'était. Je me suis dit, mais attends, Benjamin Lecomte, il est plus en équipe de France, Julien. Ok. Non, c'est pas ça du tout. pas Benjamin C'est- Lecomte c'est pas ça. Viginaldoum. Non plus. Non. Ah, c'était pas C'est bête. bien. Là, c'était pas bête, mais c'est pas ça. Vous Allez, êtes on prêts t'écoute. Attention, Adrien, qui est aux manettes de l'émission, surveille vos yeux, Ouais. surveille votre Mais regard. c'est vrai que c'est fixé tentant. hein. Bah, je C'est sais. tentant de regarder Bah la oui, petite bah fiche oui. à gauche, là, quand Ah, même. bien hein. sûr, bien sûr. Je suis fixé sur la caméra. On est parti. Je suis originaire d'Aubignan, près de Carpentras, et je choisis à 14 ans le club de la Principauté de Monaco afin de suivre une formation de footballeur professionnel après un passage dans le Sporting Club d'Orange, puis à Avignon. Je suis sacré champion d'Europe en 2004 avec l'équipe de France des moins de 17 ans. En 2006, je signe mon tout premier contrat Le professionnel Talec, avec c'est l'AS un- Monaco. En 2004, champion d'Europe. Et encore en activité En janvier 2007, je suis prêté à Brest en Ligue 2 afin de mieux préparer la saison suivante. Je remporte le tournoi de Toulon avec l'équipe de France des moins de 20 ans en 2007. De retour à Monaco, je suis de nouveau prêté cette fois-ci à l'AC Ajaccio pour 1 an. Fatih. Aute- Ricardo. Non. Aute- Jacques. Non, non plus. C'est pas mal. J'en Fitano, cherchais un mais- autre, mais je n'ai pas d'autre Fatih en tête. C'est pas mal Fitano. Auteur d'une bonne En dessous, saison. Fatih Non, ni au-dessus. Oh, Auteur. elle est nulle, cette vanne. Auteur d'une bonne saison, je reviens sur le Rocher et rejoins l'équipe professionnelle lors de la saison 2008-2009. Durant cette saison, je joue régulièrement avec l'équipe de CFA, tout comme Jamel Bakar et d'autres, pour tenter de sauver l'équipe de la relégation en vain. Je dispute mon premier match en Ligue 1 lors d'un Monaco-Valenciennes. Et là, ça vous met sur la piste. Arrivé à l'été 2009 au poste... C'est pas ça vidant. Non. Mais non, mais champion d'Europe 2004. Arrivé à l'été 2009 au poste d'entraîneur de Ah l'AS non, mais Monaco, Valenciennes, Guy Lacombe Ah. va faire de moi l'un des hommes Ménez. incontournables de son 11 titulaire. Ah, c'était pas bête, Ménez. Il loue ma Non, simplicité mais et mon efficacité dans le jeu. Néanmoins, mon faible taux de ballons récupérés par match et mon côté joueur de l'ombre feront que le public monégasque ne m'appréciera pas beaucoup. Je suis finaliste de la Coupe de France en 2010 avec l'AS Monaco perdu face au Paris Saint-Germain. Je vais le perdre, ce Merca Quiz. Ouais, Je moi sais aussi. En juin Faut qu'il y ait un 2010. gagnant quand même à la fin. Ah oui, là, On va sinon, tous les deux le perdre, sinon, je c'est chaud. En juin 2010, je prolonge mon contrat, prouvant mon attachement à mon club formateur. Là, c'est- Monaco. Attends, mais 2010, là on arrive, on va arriver à l'arrivée. Bref, des Ouais, ouais. propriétaires russes. Allons-y. La saison suivante ressemble à la précédente. J'enchaîne les matchs. Je suis même le tireur de coups francs de mon équipe du fait du départ de Néné au Paris Saint-Germain. Mais je me blesse lors de la 6e journée contre Toulouse, ce qui stoppe ma progression. Ouais, t'es le tireur de coups francs sur 6 journées, quoi. Ah ouais. Oui, mais ça fait déjà 6 Ouais, ouais, journées de c'est- plus que nous, ouais. que nous 3 réunis. Tu Ouais, vois. c'est vrai. C'est seulement à la 14e journée que je signe mon retour au Stadium Nord face à Lille. En février 2011, j'inscris du plat du pied mon premier but en Ligue 1 face à Lorient lors d'une victoire 3-1 On est d'accord qu'à aucun moment t'as donné son poste. à aucun Non. moment. Ça arrive. C'est fait Si vous exprès. êtes vraiment nul, ça arrive. Non, mais là, c'est gênant. hein, parce que, Ouais, Je crois qu'il va falloir nous donner son nom aussi. Même. Du fait de mes performances de haut vol, je suis élu joueur du mois de février 2011 par les internautes du site officiel de l'AS Monaco, ce qui contraste avec les avis sceptiques qui me concernaient. Néanmoins, malgré toute ma bonne Je suis sûr que volonté, c'est un gaucher qui frappe des coups francs. Je suis sûr qu'il est gaucher, je sais pas pourquoi. je ne peux empêcher la relégation de mon club en fin de saison. À l'aube de la première saison en Ligue 2 de mon équipe depuis 34 ans, je suis l'un des premiers joueurs à m'entraîner avec le groupe emmené par Laurent Banide, puisque Mathieu Coutader et Loukman Harouna quittent le Rocher et que Jean-Jacques Gossot ne souhaite pas prolonger son bail.
En août 2011, On est ridicule. Ah ouais, là, C'est c'est. une catastrophe. je suis prêté à l'AS Nancy-Lorraine. Auteur d'une saison correcte, je ne reviens pas à l'AS Monaco qui décide de me libérer et je m'engage Pas pour, Puy-Grenier, quand même. pour 2 saisons avec l'ASNL. Un gauche. En 2013, Il est pas gaucher. je suis naturalisé italien en mémoire de mon C'est grand-père, Braghi. originaire d'Arezzo. Waouh. Je joue en Lorraine jusqu'à la fin de la saison 2013-2014. Anit, attends, mais- Je rejoins ensuite le Chievo Vérone, club de Serie A, en juin 2014. Peu utilisé, J'y suis pas du tout là. Mais j'y suis pas. Johan du tout. Molo. Peu utilisé, je suis prêté à Angers, club de Ligue 2 en février 2015. Je deviens alors l'un des acteurs de... Sounou. Non. Non. Oh, Il n'y a rien qui va. C'est l'éclair qui n'éclaire ah ouais, rien du tout. l'éclair, mais pas de génie. Ah ouais, non. Je deviens alors l'un des acteurs de la montée du club en Ligue 1 à l'issue de la saison 2014-2015. Au cours du mercato estival de 2015, après des semaines de négociations, je romps finalement mon contrat avec le Chievo Vérone et rejoins officiellement Angers. Je dispute Non, mais oui, oui, et c'est- perds une nouvelle finale de Coupe de France en 2017 avec le SCO face au Paris Saint-Germain. Durant mes 7 saisons passées à Angers, j'étais un titulaire indiscutable c'est au une milieu de catastrophe. terrain Ah oui. et était l'un des hommes de base de Stéphane Moulin, mon entraîneur. Chez Kendoy, non. À l'issue de mon contrat avec Angers, je C'est pas décide Traoré. de revenir à l'AC Ajaccio qui vient de monter en Ligue 1. Mon retour est officialisé en juin 2022. Je suis notamment recruté pour Donc mon c'est- expérience et ma C'est pas connaissance de la Ligue 1. Coutadeur. C'est pas Coutadeur. Non. Attends, Ajaccio en juin 2022. Oui. Mais donc il vient de finir la saison avec Ajaccio. Oui, tout non, à mais fait, c'est oui. un mec qui. Oui. Oui, oui. Je suis titulaire lors du premier match de la saison face à Lyon et marque mon premier but avec le club corse sur penalty. Non, mais ridicule. Mais Je ne peux empêcher la relégation de mon club à l'issue de la saison 2022-2023 Là, on arrive à la fin de la et fiche. je c'est ça suis arrivé à la fin de l'affiche. Non, mais oui, les mecs que Ajaccio. Donc, c'était Coutadeur et qui est-ce qui jouait aussi Ah Mangani. Oh, Thomas Mangani, c'est la Oh bonne là réponse. là, Mais quelle, on est mais quelle- ridicule. mais quelle rapidité, Oh quelle oh vitesse. là là, j'y Ah, mais étais là, c'est pas moins du 1 tout. pour nous, normalement. On marque pas de Incroyable. point là-dessus. Incroyable. Ah là là, Thomas mais Mangani, à bien Angers, sûr. mais évidemment. Alors là, et c'est Monaco, la- évidemment. c'est la fulgurance. Oh, et il est gaucher. Et il est gaucher. Et il est bien gaucher, Ah, Thomas mais Mangani. non, mais on est Ouais. nuls. Ah, j'y étais pas du tout. Oh. Il a joué au Chievo, Mangani. Il a, Mais oui, il a bien oui, sûr, bien sûr. il a joué au Chievo. C'est un Mais je grand savais pas. joueur J'y international, étais pas. Thomas Mangani. Oh là 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 là. Chievo catastrophe. Vérone, ouais. Bon, bah, Ouais. ça fait quand même Bon, un bah, 0 voilà. pour moi. 1-0. Eh bah ça va donner envie aux gens de revenir la semaine prochaine, ça fait plaisir. Voilà, Ils sont si- endormis. Ils ont eu le temps de faire la sieste, le temps qu'on si trouve vous- Thomas ouais, Mangani. Si vous êtes allé au bout du podcast, Non, on mais- vous embrasse bien fort. C'était évident, Monaco. mais Ouais. Ah non, oui, c'était ouais. pas évident du tout. Ouais, J'y bien étais sûr. pas du tout. Du tout. Bon, bah, merci, Quentin. C'était un très Non, bon nom. merci à vous. Merci à C'était vous. un Ah, très c'était bon- un bon joueur de Mercaquiz quand même. Ah, c'était un bon joueur de Ouais, Mercaquiz, ouais, effectivement. Bien joué. Mais c'est quand t'as dit Ajaccio, j'ai vu le vide dans le regard de Julien, ça m'a inquiété. Ah, Mais pas non, que mais quand je dis Angers, Ajaccio, d'ailleurs. Ah ouais, non, franchement, j'y étais pas du tout. Et bah, rendez-vous la semaine prochaine. Ouais. Julien aura une nouvelle chemise, toujours à Ça carreaux. sera c'est pas moi la promesse. semaine prochaine. Ah, ça sera bon, Glenn. D'accord, ouais, ça fait déjà Ah, d'accord. défection. Donc, en fait, Voilà. Ça fait 2-0. Voilà. Eh ben, Non, bravo, c'est 2-0 moche. déjà. Moi, je ne tombe pas dans Deux ces victoires pour intentions-là. Cyril, bravo. Bah, peut-être qu'il activera le Exactement, Joker du peut-être, puits, peut-être, exactement. Bah alors là, tu vois, si je l'avais activé, je sais pas si. Ah ouais, je sais pas Si, si. si, il Tu aurait- crois oui, Il aurait eu oui, Mathieu oui. Coutadeur. Non, ah, bah, Il aurait eu Le Mathieu mec qui Coutadeur, mais pas présente le Mangani. Mercaquiz, c'est Ah, là, Pupier, c'est chaud, là. le nom C'est chaud. cité. Ouais. Bah, c'est la fin de ce mercredi Mercato. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, évidemment. Mercredi Mercato est à retrouver en podcast et sur eurosport.fr. Merci pour votre fidélité et à bientôt. Ciao. Salut à tous.